Sarkozy. Vous avez voté non au traité de Maastricht et oui à celui de Lisbonne, mais aujourd'hui, François Fillon, vous n'êtes plus un libéral complexé. Je veux une rupture thatchérienne, cameronienne, schröderienne. François Fillon, c'est un gaulliste. Quand le général de Gaulle arrive en 1958 dans ce pays, il privilégie la rupture économique. Officiellement, effectivement, François Fillon, c'est un gaulliste social, mais la vérité, c'est qu'il a toujours été extrêmement libéral. Désormais, n'être qu'un collaborateur ne vous suffit plus. Après avoir raté la présidence de l'UMP, c'est celle de la République que vous visez. Un mot d'ordre. La rupture, une rupture des ruptures. Et forcément, vous prenez vos distances avec l'ancien locataire de l'Élysée. François Fillon, vous n'êtes plus sarkozyste. Entre ces deux hommes, le courant n'est jamais vraiment passé. Nicolas Sarkozy le méprise. Il essaye aujourd'hui d'imprimer le côté, le vrai libéral. C'était moi, c'était pas lui. Celui qui avait, je vais vous dire un truc assez atroce, celui qui avait des couilles, c'était moi, c'était pas l'autre. C'est des relations qui sont complexes. Il a été son Premier ministre, il aspire à être président de la République. Rupture aussi à l'international. Vous prenez l'alliance avec Poutine, Rouhani et Assad, des positions qui n'ont pas toujours été dans l'air du temps. Sur ces dossiers, vous n'êtes pas atlantiste. Si le régime de Bachar el-Assad tombe, c'est l'État islamique qui prend le pouvoir. C'est cet axe franco-allemand et ce dialogue avec la Russie qui font la force de la France sur la scène internationale. Il faut faire une alliance avec les Russes qui ont des moyens sur le terrain. Ce qu'a dit François Fillon il y a plus d'1 an, tout le monde s'y est rallié. Pour la présidentielle, vous le promettez, vous irez jusqu'au bout. François Fillon, vous n'êtes plus hésitant. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il veut? Pas redevenir Premier ministre. Je vais gagner cette élection primaire et je fais tout pour la gagner. Il donne pas l'impression d'être particulièrement dynamique. Il sait que c'est son défaut. Visiblement, il n'arrive pas à s'en départir. Lui peut tout à fait faire le pari que les deux trains, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, vont se rentrer dedans et qu'au final, il peut tout à fait tirer ses marrons du feu. Un livre qui fait beaucoup parler, une guerre des droits déclarée, une primaire sous le règne des idées et de l'hostilité. Voilà pourquoi François Fillon, il fallait absolument vous inviter. Je vais revenir sur une petite réflexion, Nathalie Chuc, dans ce sujet. Juppé-Sarko, un jour, ces deux trains pourraient se rentrer dedans, exploser, ce qui vous laisserait le champ libre. Est-ce que vous y pensez? C'est une drôle de conception de la politique. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Non, il y a 3 positionnements politiques, il y a 3 projets au fond. Qui sont en débat, très largement différents. Il y a un projet de réforme dans la continuité, qui est celui d'Alain Juppé, qui revendique d'ailleurs. Dans la continuité socialiste? Il y a dans la continuité des 30 dernières années. Ah, d'accord. Il y a un projet qui est très étatiste, qui est celui de Nicolas Sarkozy. Très étatiste? Oui, c'est-à-dire il est étatiste parce qu'il veut toujours réagir immédiatement à toutes les sollicitations du pays. Et pour réagir, en général, un chef de l'État, il n'a qu'un seul instrument, c'est l'État, c'est-à-dire des lois, des règlements et des impôts. Et moi, je propose, et je pense être le seul aujourd'hui à le faire, ce que j'appelle un vrai projet de libération de l'économie française, et peut-être un peu plus que de l'économie de la société française. Donc c'est un débat qui est pas... C'est un beau débat, c'est un débat qui doit avoir lieu. Voilà, c'est pas seulement des histoires de trains qui déraillent, d'hommes qui s'affrontent, etc. Justement, ce projet, il est dans ce livre. Pour une part seulement, c'est pas... En partie, voilà. Et du coup, la synthèse et une question, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'apostrophe de Nolo. Petite fiche de lecture. C'est le seul qui sait. Alors, il s'agit donc d'un livre politique, c'est une catégorie qui est devenue un genre à part entière dans les librairies. Alors, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Moi, j'ai gardé souvenir d'un livre de votre amie Valérie Pécresse qui donnait envie d'aller se pendre au plus proche réverbère, juste pour abréger le calvaire de la lecture. Mais je précise tout de suite que vous échappez à ce grief. Vous cherchez pas à faire du style, mais c'est écrit avec clarté, avec efficacité. Et en plus, vous mélangez des éléments biographiques avec des éléments d'analyse politique. Ça donne un aspect incarné et c'est plutôt plaisant. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, si j'étais amateur de calembours, ce qu'à Dieu ne plaise, je dirais que le fer est pavé de bonnes intentions et même d'excellentes intentions. Alors, je vous cite, assainir nos comptes publics en 2 ans, relancer notre économie en 5 ans, devenir la première puissance européenne en 10 ans. Alors, évidemment, très habilement, vous anticipez la première objection qu'on vous fait. On vous dit, mais pourquoi diable, quand vous étiez au pouvoir, ne l'aviez-vous pas fait? Pourquoi pourriez-vous le faire en 2017? Alors, vous avez une réponse très classique et une beaucoup moins. La réponse très classique, se dire, ça y est, il y a la crise a été là, il a fallu y répondre, on n'a pas eu les marges de manœuvre nécessaires. Et il y a une réponse, alors beaucoup moins classique, moi qui m'a un peu estomaqué, c'est l'aspect le plus révolutionnaire de votre livre, selon moi. Vous dites, tout ça, c'est la faute de Sarkozy, en fait. C'est-à-dire que, dans une manière très fillonesque, je suis pas sûr que ça soit totalement sans jamais hausser le ton, sans jamais desserrer votre cravate, vous le lardez de petits coups d'épingle. J'ai vu la même chose. Et à la fin, on dirait une poupée vaudou, notre ami Sarkozy. C'est-à-dire que petit à petit, vous dites, mais moi je voulais changer, mais lui c'est un émotif, mais lui c'est un homme qui hésite. C'est moi, en effet, on a utilisé l'expression qui est des couilles, et c'est lui qui n'arrive jamais à trancher. Il est un peu pusillanime. Alors, c'est pas l'image que vous avez, quelqu'un qui fonce, quelqu'un d'énergie. C'est plutôt l'image qu'on a
associe à Sarkozy. Alors je voudrais d'abord avoir votre réponse là-dessus. C'est un tout petit peu différent. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en 2007, on a conclu avec les Français un pacte à l'occasion des élections présidentielles, c'est le président de la République, et des élections législatives, c'est la majorité, qu'on a grosso modo respecté. On n'a jamais, en 2007, pris l'engagement d'en finir avec les 35 heures. On n'a jamais pris l'engagement de mettre la retraite à 65 ans. On n'a jamais pris l'engagement. On n'a jamais pris l'engagement de supprimer l'ISF et de changer la fiscalité du capital. Donc, on avait un projet auquel j'ai largement participé, qu'on a mis en œuvre, grosso modo avec quelques difficultés liées à la crise. Ce que je dis maintenant, c'est que, et j'en assume ma part de responsabilité, c'est que ce projet, par rapport à la réalité de la situation française, par rapport au déclin de l'économie française, n'était pas en mesure de redresser la situation. Voilà ce que je dis. Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur Fillon. Alors, après, pendant... Ça, c'est le problème de tomber sur quelqu'un qui a lu le livre, parce que j'ai toutes les citations à votre disposition. Je l'ai un peu écrit, quoi. Non, mais j'ai toutes les citations. Donc, et la prudence que vous mettez enclin à m'attribuer... Non, mais attendez, je suis régulièrement de son côté plutôt que du mien. J'essaye de finir. Pendant le quinquennat, il y a eu plusieurs occasions où on a eu des débats pour savoir s'il fallait aller plus loin. Il y en a un qui est connu de tout le monde, qui est le débat sur l'âge de la retraite, par exemple, où on a atterri à 62 ans. Et chacun sait que depuis 12 jours, je dis que 65 ans, c'est le bon âge. D'abord parce que c'était ça avant 1980, à une époque où la durée de vie était plus courte, et c'est surtout parce que c'est la règle dans tous les pays européens. Et je décris dans le livre un président de la République qui est très attentif aux mouvements sociaux, qui a au fond, et c'est pas forcément négatif d'ailleurs, qui a une vraie inquiétude. Il dit toujours, la France est un pays qui a guillotiné un roi et une reine et qui n'avait pas besoin de le faire, donc il y a une vraie inquiétude face à... Et moi, je n'ai pas cette inquiétude parce que j'ai une autre vision du fonctionnement de notre pays, et j'ai des références qui correspondent à ma propre expérience. C'est moi qui ai fait la privatisation de France Télécom, ça a l'air d'être une histoire de Moyen-Âge. À l'époque, il y avait une énorme résistance syndicale et tout le monde m'avait dit tu vas te casser la figure. Chirac me disait même mes amis trotskistes me disent que tu fais des bêtises. On l'a fait. J'ai fait ensuite en 2003 une réforme des retraites qui a mis 4 millions de personnes dans la rue. Et elle s'est faite quand même. Donc moi j'ai une autre façon d'aborder cette question-là. Je pense que la France est un pays qui met en scène une résistance sociale qui est souvent plus apparente que réelle. Théâtrale que réelle. Ça dépend des sujets, ça dépend des sujets. Et donc je dis qu'il y avait un désaccord entre le président de la République et moi sur ce que le pays était capable d'accepter et ce qu'il n'était pas capable. Vous nous faites un peu le coup de l'auteur qui se désolidarise de ce qu'il a écrit, parce que vous allez quand même beaucoup plus loin. Écoutez, à propos, c'est page 137, à propos de l'interdiction des OGM. Oui, bien sûr. Vous décrivez Nicolas Sarkozy qui est empêtré dans des calculs politiciens. Là, il ne s'agit pas d'être attentif à la gronde sociale. Vous dites, il a préféré le court terme au long terme, il a sacrifié des intérêts supérieurs à des petits calculs politiciens. Il dit, puisque vous citez mon livre, que dans le Grenelle de l'environnement, au fond, on va sacrifier les OGM pour garder le nucléaire. Voilà, c'est ça que j'explique. Et c'est vrai que je considère, parce que c'est dans un chapitre sur le progrès, qui est pour moi une question absolument fondamentale, je pense que la France a totalement tourné le dos au progrès et que c'est un drame. Je me souviens de lui avoir dit, personne ne sait si dans 50 ans le nucléaire sera encore aussi stratégique qu'aujourd'hui, et personne ne sait si les OGM seront dans 50 ans pas plus importants pour l'avenir de l'humanité. Et donc effectivement, j'étais en désaccord avec cette décision, bien sûr. Moi, monsieur Fillon, je vais prendre, si vous permettez, l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous, j'ai lu le portrait de Sarkozy, que je connais pas aussi bien que vous, mais que je crois connaître un peu, et je suis tout à fait d'accord avec le portrait que vous en faites. C'est-à-dire émotif, voulant être aimé. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un adolescent attardé sur certains côtés. Donc, moi, je ne suis pas comme Nolo, je ne vais pas du tout vous reprocher ce portrait psychologique. En revanche... Politique. Oui, psychologique et donc politique. En revanche, là où je vous attends, c'est que quand on est comme ça en désaccord, surtout pour aujourd'hui nous dire il y a plusieurs projets, etc., et on n'a pas le même projet et on n'a pas la même ambition de le mener à terme, eh ben, on fait comme Chirac en 76, on démissionne, on fait une crise politique et on va au bout. Deuxièmement, et je vous laisserai après évidemment répondre, deuxièmement, moi j'ai beaucoup discuté avec les gens du cabinet de Sarkozy, du vôtre, etc. Et ils me disaient tous la même chose, c'est-à-dire que le grand drame quasiment institutionnel de ce quinquennat, c'est que Sarkozy a joué au Premier ministre. Peut-être d'ailleurs qu'il n'arrivait pas à être président, c'est une autre discussion. On voit avec Hollande que ce n'est pas si facile parce que lui non plus n'y arrive pas. Il jouait au Premier ministre et que vous étiez en retrait.
vous le laissiez jouer en Premier ministre, mais qu'il y avait un gros problème après, parce que la machine, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la machine administrative, elle est à Matignon. Et donc, c'est ce que vous expliquez très bien, et on me l'avait expliqué, vous imaginez, 10 fois pendant le quinquennat. Et que donc, là, c'est votre responsabilité, c'est-à-dire que vous l'avez laissé être Premier ministre, vous auriez dû lui dire ne me marche pas sur les pieds, et deuxièmement, après, vous n'avez pas fait suivre par la machine administrative les velléités de réforme. Je pense, et j'ai fini, au livre de Tandonnet, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Maxime Tandonnet, qui était conseiller à la sécurité à l'Élysée, et qui explique très bien ça. Parenthèse fermée, mais j'ai d'autres. Moi, je suis en désaccord total. Hein, sur l'aspect machine administrative. Si, mais justement, le travail qu'on a fait, j'estimais que c'était ma responsabilité, c'est de faire marcher la machine administrative. Oui, mais pas pour faire suivre suivre les réformes que le président de la République et la majorité souhaitaient. Tout le monde ne dit pas ça. Ah oui, mais ça, vous ne trouverez pas un seul exemple sur lequel une réforme qui a été décidée par le gouvernement et la majorité n'a pas été mise en œuvre par le Matignon. Vous ne répondez pas à ce que je t'ai dit. Alors je réponds maintenant. Okay, d'abord, le quinquennat n'est pas, ça va pas aller en s'aggravant la relation entre Nicolas Sarkozy et moi. C'est plus dur au début. C'est l'inverse. Donc c'est très dur au début. Parce qu'il y a effectivement. Vous donnez 2 fois votre démission, c'est ça? Oui, sur des sujets d'ailleurs qui sont pas fondamentaux. C'est pas des problèmes de fond, c'est pas des orientations, c'est des problèmes de rapport personnel. Voilà, il y a un climat avec les collaborateurs du président qui s'expriment partout. Enfin, tout ça, c'est difficile. Il y a l'affaire de la faillite quand je parle de faillite et qui crée un véritable drame. Bon, donc c'est surtout sur des questions de rapport. Et plus on va aller dans le quinquennat, notamment en raison de la crise financière, plus les relations vont se stabiliser entre l'Élysée et Matignon. Que vous êtes incliné. Non, c'est ça, comment vous l'expliquez ? Pas du tout. Par exemple, toute la partie 2010-2011, c'est plutôt Métès qui l'emporte en termes financiers, en termes les efforts qu'on fait en matière de redressement. Et l'endettement aussi ? Parce que je vous rappelle que l'endettement, c'est le résultat d'un effondrement des recettes et des rentrées fiscales et à cause de la crise, que l'endettement est exactement le même, il est même plus fort en Allemagne et plus fort en Angleterre pendant cette période. Simplement, à partir de 2011, nous, on reprend l'effort de réduction de dépenses. Je rappelle que le budget de 2011, c'est le seul budget de l'État depuis 1974 qui est diminué en valeur absolue, pas de beaucoup, mais qui est diminué en valeur absolue. Donc, je dis pas que tout ça est formidable et satisfaisant sur tous les sujets, mais il y a une vraie amélioration de la relation entre le président de la République et moi pendant cette période. Puis il y a un troisième sujet, après on peut toujours évidemment refaire l'histoire, c'est que dans cette phase de crise, avec une majorité qui a toujours été extrêmement soudée derrière moi, c'est très difficile de claquer la porte. Parce qu'au fond, ça veut dire que vous lâchez votre famille politique au milieu du gué. Pourquoi ? Mais Chirac, il avait le groupe majoritaire. Ça n'avait rien à voir. Monsieur Fillon, Chirac avait le groupe majoritaire à l'Assemblée. Non, mais ça n'avait rien à voir, parce que Chirac était en désaccord profond avec Giscard, qui a tout fait pour l'assassiner. Moi, j'avais en plus une autre conviction, et que je continue à conserver d'ailleurs, c'est que je pense que il n'est pas possible, dans la Ve République telle qu'elle fonctionne, et elle a beaucoup de défauts, il n'est pas possible pour le Premier ministre d'aller se présenter contre le président de la République. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que M. Valls ne sera jamais candidat contre M. Hollande. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. C'est étrange. Vous nous dites, je sais ce qui est bon, je sais ce que sont les intérêts supérieurs de la France, mais la Ve République m'interdit de les... Non, monsieur No, c'est de la caricature, je dis pas ça du tout. Non, je simplifie parce que d'abord j'ai acquis cette conviction au fil du temps, et je peux pas dire qu'en 2008 ou en 2009, je suis en désaccord avec le président de la République sur tous les sujets et que j'aurais dû partir. Surtout, je le décris aussi dans le livre, c'est quelqu'un avec lequel on discute et avec lequel on négocie. Et très souvent, on va trouver des compromis ensemble. Alors, on n'en trouve pas sur tous les sujets, mais on va en trouver sur beaucoup de sujets. Pour un homme de la rupture, je vous trouve bien conciliant. Mais j'étais pas pour la rupture à cette époque-là. Alors, oui, bien sûr. Alors, justement, parlons de la rupture. La rupture, elle est forcément libérale. Vous donnez un exemple avec Thatcher. Je donne même avec Schröder. Avec Schröder, voilà. Absolument. Et on sait ce que c'est que ça. Ça a beaucoup de vertus. Mais on sait aussi qu'il faut être élu avec ce programme-là. Et que Schröder a perdu les élections avec ces fameuses réformes. Et qu'en France, on sait ce que le libéralisme veut dire. Ça veut dire 3% Alain Madelin 2002. Et dans l'histoire longue, on sait aussi que les libéraux n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir, sauf quand ils étaient adossés à des bonapartistes. Napoléon III, le général de Gaulle, etc. Donc les libéraux tout seuls, sans un adossement
de pouvoir fort, bonapartistes, ou gaulo-bonapartistes, mais vous le savez aussi bien que moi, ne font jamais rien. Donc quand vous arrivez la fleur au fusil en disant moi je suis le fils de Thatcher et de Schroeder, on annonce déjà votre score, 3%. Éric, laisse répondre et je complète. Alors, d'abord, ça montre que, au fond, je suis pas sûr que vous connaissiez très très bien le pays aujourd'hui, Monsieur Zemmour. Vous le visitez, vous avez beaucoup de supporters. Ah oui, je me suis baladé. Beaucoup de supporters. Ah oui. Récemment, c'est vos supporters qui viennent vous voir. Ah bah oui, quand même. En général, moi, les gens qui me détestent ne viennent pas me voir. J'ai essayé de faire un travail qui a été assez ingrat et qui m'a fait un peu disparaître du radar médiatique pendant 2 ans. Je suis allé voir les gens. Et la revendication principale que j'entends tout le temps, partout, avant les questions d'identité qui sont importantes, mais qui pour moi sont plutôt la résultante de l'affaiblissement du pays, de son abaissement. Je pense qu'un pays où il y a comme seule perspective, en tout cas ça vient aggraver considérablement les choses. Il y a le chômage, il y a 2 millions de jeunes qui sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni en formation. Et il y a la situation financière qui fait peser quand même une grosse menace sur les retraites des Français. Franchement, ça fait un climat. Voilà. Donc, qu'est-ce que me disent les gens que je vois? Ils me disent, c'est pas une question d'idéologie. Ils me disent, franchement, on n'en peut plus. L'État est allé tellement loin dans le contrôle de notre propre existence. Il contrôle notre façon de faire notre métier, il contrôle notre façon de vivre en société, et il veut même maintenant contrôler notre façon de vivre notre vie privée et l'éducation de nos enfants. C'est pas ça dans votre livre. Si, il y a un chapitre sur la liberté. Oui, mais quand vous prononcez la fameuse phrase « Je suis à la tête d'un État en faillite », vous êtes devant des viticulteurs corses. Les viticulteurs corses, ils vous demandent pas moins d'État, ils vous demandent des subventions. Non mais attendez, c'est ce que disait Zemmour. C'est-à-dire que les gens, tout le monde est pour la rupture à condition de ne pas en être affecté. Attendez, si je peux m'expliquer jusqu'au bout, il y a donc une forte demande de liberté qui est d'ailleurs pas toujours formulée dans ces termes-là. Théorisée, vous voulez dire. Mais les agriculteurs, ils disent bon, on comprend que vous nous fixiez un cadre, des objectifs, mais une fois que vous nous avez fixé les objectifs, fichez-nous la paix, laissez-nous faire notre boulot. C'est pas vrai, monsieur Fion, vous l'expliquez vous-même. Les viticulteurs veulent des subventions. Mais non, l'opposition au VTC, c'est les taxis. Les viticulteurs corses peut-être, mais les agriculteurs que je rencontre, non. Non, vous expliquez que les lobbies s'opposent à tout. Ils veulent de la liberté. L'opposition au radar, c'est vous qui en parlez, c'est les automobilistes. Ils veulent pas. Voilà. L'opposition au VTC, c'est les taxis, c'est la lutte des corporations et des lobbies. Les gens veulent. Mais si, c'est pas le peuple français. Le peuple français, il veut de la liberté. C'est un agglomérat. Il veut de la liberté. D'intérêts contradictoires. Bien plus que 3%. Non. Et alors après, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a un truc qui vous a échappé, c'est que le système politique est en train de changer. D'une façon qui n'est pas totalement institutionnelle, mais il est en train de changer. J'ai remarqué, je suis le président de la République. Il y a un truc qui s'appelle les primaires. Oui, j'ai vu ça. Il y a un truc qui s'appelle les primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat qui gagnera les primaires à droite a un certain avantage sur l'élection présidentielle qui suivra, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc le débat sur la question de savoir s'il faut supprimer les 35 heures, s'il faut mettre la retraite à 65 ans, s'il faut avoir une autre réforme, une autre fiscalité du capital, il va avoir lieu aux primaires. Il va avoir lieu avec l'électorat de la droite et du centre. Et le candidat qui sortira de cette primaire, il sera en position, je dis pas sûr de gagner, mais en position forte pour gagner, quel que soit ce que vous dites sur le fait que beaucoup de Français ne sont pas favorables au libéralisme. C'est très intéressant ce que vous dites, si je peux me permettre. Parce que vous avez tout à fait raison, la logique veut que le vrai premier tour, c'est la primaire. Je suis d'accord avec vous. Au sein de l'UMP, enfin des Républicains, comme maintenant on les appelle. Mais en même temps, vous prenez un risque. Si vous sortez avec un programme libéral qu'il faut bien appeler de régression sociale quand même. Non, pas du tout. Absolument on en parlera pas. La régression sociale, c'est le chômage. Ça, c'est la régression sociale. Oui, la régression sociale, c'est les jeunes qui sont condamnés à ne pas avoir d'avenir. Ça, c'est la régression sociale. Donner du travail à tout le monde. Karl Marx vous dirait que le chômage... Moi, Karl Marx, ça m'intéresse pas beaucoup. Oui, mais c'est très intéressant au contraire. Non, au contraire. J'ai fait des études, je l'ai lu, je l'ai étudié. Et justement, c'est pas ma référence. Oui, non, mais vous avez raison, je comprends. Mais il n'empêche qu'on sait bien que le chômage est aussi un prétexte pour prendre position contre les ouvriers qui sont les plus faibles et qui doivent accepter. Non. Entendre des choses pareil aujourd'hui. Monsieur Fillon, ne me jouez pas le coup de la modernité, ça marche pas. Expliquer aujourd'hui que le chômage, j'ai entendu ça pendant 30 ans de ma vie politique, c'est un truc qui a été monté par les patrons pour faire pression sur les ouvriers. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil? Et en plus, c'est complètement contradictoire avec la situation des pays les plus libéraux qui ont moins de chômage, qui sont en plein emploi. On a eu la discussion tout à l'heure. Ils ont moins de chômage parce qu'ils acceptent une inégalité. Mais on peut discuter de ça. Ils ont moins de chômage parce que, par exemple, en Allemagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des salaires très hauts.
chez Volkswagen et compagnie, c'est l'élite de la classe ouvrière allemande, et puis il y a le Lumpenprolétariat qui est payé à 400 €. Et qui déferle en France pour venir s'installer dans ce pays merveilleux de cocaïne qu'est le nôtre. Mais pas du tout. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Je vous dis, c'est parce qu'ils ont accepté cette dichotomie. C'est tout ce que je dis. Au lieu de fantasmer sur le libéralisme et le marxisme, qu'est-ce qu'on propose? Premièrement, vous êtes marrant, vous voulez pas entendre la réalité. Non, premièrement, que le temps de travail fasse l'objet d'une négociation dans chaque entreprise. Non, vous dites avec un plafond de 48 heures. Mais le plafond, pourquoi? Parce que à partir du moment où je veux faire confiance au dialogue social, je le corsette pas, comme le propose Alain Juppé qui dit c'est entre 35 et 39, ou Nicolas Sarkozy qui dit on peut supprimer les 35 heures, mais il faut que toutes les heures supplémentaires soient payées. Mais parce que le dialogue social, c'est la loi du plus fort, et que le plus fort, c'est le patron. Eh bien, vous ne vivez surtout pas. Dans la mondialisation. Alors, allez, faites ce que j'ai fait. Allez dans les entreprises discuter avec les salariés. C'est eux qui viennent vous voir en vous disant quand est-ce qu'on nous laisse nous organiser nous-mêmes. Les salariés. Quand vous allez ils vous disent qu'ils veulent bosser 48 heures. Pas 48 heures. 48 heures, c'est parce que c'est la limite européenne et que moi je ne veux pas refixer une limite qu'on va mettre où? On va la mettre à 39. Pourquoi? On va la mettre à 40. Pourquoi? Quand je vais dans un hôpital, voilà, avec des organisations syndicales puissantes et que je discute avec les gens de l'hôpital sur l'augmentation du temps de travail, le passage à 39 heures, vous croyez qu'ils me foutent dehors? Non, ils me disent, je dis pas que c'est l'enthousiasme, ils me disent, si en échange d'une amélioration de nos conditions de travail, de perspectives de carrière qu'on n'a plus du tout dans la fonction publique française, compte tenu de l'endettement de notre pays, c'est 20 ans de gel des salaires. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer une masse pareille. Eh bien, les gens vous disent, on est prêt à discuter. Je dis pas que c'est facile, mais franchement, refuser le débat en disant, parce que c'est le libéralisme qui consisterait... Ce que d'ailleurs beaucoup de patrons acceptent pas, de dire il faut qu'il y ait un débat dans l'entreprise avec un accord majoritaire. Il y en a beaucoup qui me disent mais non, fixez le temps de travail à 39 heures et fichez-nous la paix avec votre dialogue social. La deuxième chose qu'on propose, c'est que la fiscalité du capital soit raisonnable, qu'on foute pas dehors tous les gens qui pourraient investir dans notre pays. Donc suppression de l'impôt sur la fortune. On est dans ils vous suivent tous, vous avez vu. On est dans un pays où on met dehors les gens qui ont de l'argent, les Français, uniquement les Français. Français qui ont de l'argent, c'est vraiment des gens pas possibles. Alors on commence par les taxer, puis après on les met dehors. Puis une fois qu'on a fini de les taxer, qu'on a besoin de capitaux pour aller sauver une entreprise stratégique, on va se rouler devant le Qatar et les fonds de pension américains. Moi je prétends que on parlait de fantasme, votre fantasme qui a désir de rupture libérale en France, je pense est erroné. Et deuxièmement, excusez-moi, mais on va un peu plus loin sur la rupture. Même le mot de rupture, la rupture en tant que telle, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, vous pourrez vous objecter, vous êtes positionné contre le mariage pour tous, on peut vous dire que le mariage pour tous, c'est une rupture qui a donné une nouvelle liberté. La rupture pour la rupture, je comprends pas ce concept. Alors le mot de rupture, je reconnais que c'est pas un mot très. C'est un peu étrange. La rupture est une liberté, c'est l'incipit de votre livre. Oui, vous savez qui l'a écrit. C'est François Mitterrand. Voilà. Mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que comme la France est enfermée dans une sorte de déprime qui dure depuis longtemps et qui est liée au mauvais fonctionnement de son système politique, il faut quand même dire les choses pour être comme ça. Non, mais pas seulement, mais pour une part. Je dis simplement que s'il n'y a pas, alors appelons-le autrement, mais s'il n'y a pas une forme de choc à l'occasion du prochain débat présidentiel, même s'il y a un gouvernement qui prend des mesures qui vont dans le bon sens et qui sont raisonnables, ça ne marchera pas parce qu'il y a un aspect psychologique très très important dans le redémarrage d'une économie. Il faut que les gens aient envie, il faut que les gens y croient. Si les gens y croient pas, ils vont rester sur leur quant à soi, ils vont attendre que le gouvernement se plante. Le choc ou la nature du choc. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une masse de changement qui ne doit pas être excessive non plus, mais suffisante pour entraîner ce que j'appelle une réaction en chaîne positive, c'est-à-dire que les gens se disent, il y a un truc qui a changé, il y a des gens qui ont vraiment envie de faire les réformes et qui vont pas nous faire le coup habituel, c'est-à-dire on vous promet des trucs et sitôt après on nomme une commission et on recule devant les organisations syndicales. On voulait parler d'international aussi. Exactement, c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est la rupture bien sûr, mais en l'occurrence la rupture aussi en matière de politique étrangère. Et donc, vous êtes plutôt pour renouer un contact avec Poutine, avec Rouhani, avec Bachar el-Assad aussi. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette méthode ? Je pense que sur la situation au Proche-Orient, on s'est trompé tous depuis très longtemps. On s'est trompé sur l'Irak. Droite et gauche, on est d'accord. Oui, c'est l'Occident, d'une façon générale, alors avec des nuances. En Irak, Chirac et les Français et les Allemands avaient vu juste. Absolument. On a détruit l'Irak et on y a organisé le chaos. Et sur la Libye, vous faites mea culpa ? Sur la Libye, il faut distinguer deux choses. Au fond, il y a un moment, il y a une situation d'urgence, il y a des gens qui vont être massacrés. Il faut se souvenir comment ça s'est passé. C'est en 48 heures. Il a fallu stopper l'avance des troupes de Kadhafi sur Benghazi.
Enfin bon, ça c'est une question de principe. On peut laisser massacrer tous les gens de la terre, mais enfin c'est pas tout à fait ma philosophie. Après, la question, vous envoyez l'armée française à tous les coins de la planète. On vous écoute. Après, la question qui est posée, c'est qu'effectivement, on est allé jusqu'à la destruction du régime de Kadhafi, et quand un régime tombe, il faut essayer de le remplacer par quelque chose. Alors autrefois, ça s'appelait la colonisation, ça n'est pas aujourd'hui évidemment une politique souhaitable, donc ça veut dire que on peut pas faire faire à un peuple un chemin à sa place, quoi. Et donc il fallait pas abattre Kadhafi. Excusez-moi. Et donc il faut en tirer les conséquences pour l'avenir, pour le futur, et faire à mon avis éviter que l'Occident intervienne militairement sans au fond qu'il y ait de projet politique derrière. Mais je continue. L'erreur la plus grave qu'on commet, c'est sur la Syrie, parce que sur la Syrie, on a tous cru que c'était une révolution populaire, que c'était un peuple qui se soulevait contre un tyran, et moi le premier. En fait, c'était plus compliqué. C'est bien, il y a une partie du peuple qui se soulève contre un tyran, mais en fait, ce tyran a lui-même des soutiens dans le peuple. C'est une guerre de religion, c'est une guerre de communauté, c'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et comme nous, on veut pas voir ça et qu'on a refusé de voir ça, on a dit mais Monsieur Bachar el-Assad va tomber, donc il suffit d'attendre qu'il tombe et la question va être réglée. Sauf que ça fait 4 ans que ça dure, qu'il n'est pas tombé et qu'on a créé d'une certaine façon l'État islamique. Est-ce que vous seriez favorable aujourd'hui à un accord avec Assad via les Russes, évidemment, qui consisterait à échanger une solution politique contre un asile doré de Bachar el-Assad en Russie, par exemple? Bien sûr, et d'ailleurs j'en parle, je crois, dans mon livre. C'est juste une phrase. J'ai eu cette discussion avec Vladimir Poutine il y a très longtemps, enfin quand j'étais encore Premier ministre. On a eu cette discussion ensemble, et je me souviens de lui avoir dit que s'il devait y avoir un endroit où il fallait qu'il soit exilé, c'était bien. Mais comme vous ne le développez pas, je suis revenu. C'était juste une phrase. Une dernière question. Pourquoi? Attendez, parce qu'on s'assoit sur la morale. Oui et non, parce que si la morale consiste à laisser les gens se faire massacrer pendant encore 5 ans, parce que c'est ça qui va se passer en Syrie. Sauf que Bachar el-Assad est un des massacreurs en Chine. Oui, je sais bien. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il y a une urgence. Faut stopper l'État islamique, parce que le jour où ils auront pris le contrôle de la totalité de la Syrie, ça sera extrêmement difficile de les en... Voilà. Et puis une fois que on a repris le contrôle, qu'on a permis d'éliminer l'État islamique, évidemment qu'il y aura de nouveau un processus politique en Syrie qui aboutira à terme à l'éviction de Bachar el-Assad. Personne ne peut penser que Bachar el-Assad, compte tenu de ce qui vient de se passer, va régner sur la Syrie pendant 20 ans. J'ai une dernière question sur l'Ukraine. Vous nous expliquez... sur la Syrie. Non, la Syrie c'est famille, on n'a pas le temps. Mais non, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps, désolé. L'Ukraine, vous nous expliquez, alors l'origine de la crise, c'est que les Occidentaux ont un peu méprisé la Russie et ont voulu attirer l'Ukraine dans leur orbite économique, politique et même militaire. Militaire, c'est déjà plus discutable. Mais excusez-moi, mais c'est pas la même chose de vouloir attirer un pays dans son orbite et l'annexer, comme la Russie a fait de la Crimée. Je comprends pas ce signe d'égalité que vous mettez entre les deux. Mais c'est un débat que j'ai avec Zemmour, donc je discute avec les deux. La première chose, c'est je dis que s'il n'y avait pas eu les maladresses européennes et surtout la très mauvaise gouvernance ukrainienne, jamais la crise ne se serait produite. C'est-à-dire que les annexions, non, mais ça veut dire simplement qu'il ne faut pas dire que c'est les Russes qui sont à l'origine de cette crise et qui ont déclenché cette crise, comme l'expliquent les Américains, pour mettre la main sur la Crimée. Et tout ça, c'est du fantasme. Pas ça. Alors après, je n'approuve pas du tout l'invasion de la Crimée par les Russes. C'est un peu flou dans votre livre. Non, je suis pour le respect du droit international. Je constate simplement que la communauté internationale a passé pour perte et profit la Crimée depuis le début. Donc j'essaye d'être réaliste. À quoi ça sert on passe l'annexion de la Crimée par perte et profit, mais on continue à désigner la Russie comme un pays non fréquentable. Moyennant quoi la Russie est en train de s'émanciper complètement de la relation avec l'Europe, et je pense que c'est pas bon pour nous. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire en conclusion. Et la Syrie et l'Ukraine, ça veut dire une alliance un peu privilégiée avec la Russie, et ça, l'Europe et les États-Unis sont tuteurs américains, dont on voit de plus en plus que, comme disait le général de Gaulle, l'Amérique c'est un protectorat pour l'Europe est un protectorat de l'Amérique. Comment vous faites pour vous tendre la main à Poutine, et là moi je vous approuve contrairement à Nolo, mais en revanche vous aurez l'Union européenne, les États-Unis qui vous en empêcheront, parce qu'on est complètement serré dans un entrelac européen. On a toujours cette différence avec Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour est un pessimiste et que moi je crois encore qu'on peut redresser les choses, et je suis convaincu que la France aurait pris... C'est votre choix. Hein. Je suis convaincu que si la France avait pris une initiative forte sur la question russe, beaucoup d'autres pays européens auraient suivi, parce qu'au fond il y a beaucoup d'autres pays européens qui pensent la même chose, mais qui n'osent pas pour les raisons qu'Éric Zemmour vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a une puissance américaine
américaine très forte, que j'essaye d'évoquer à travers un autre sujet qui est la question du dollar. C'est très intéressant. Et on n'aura pas le temps, malheureusement, Monsieur Fillon, d'en parler. Mais une prochaine fois, vous revenez quand vous voulez. Et je vous propose même de rester encore un petit peu avec nous, le temps de la semaine politique de Tanguy Pastureau. Ça devrait vous faire sourire, enfin en tout cas on l'espère. Il arrive tout de suite. Bonsoir Tanguy. Bonsoir madame. Ça va? Bonsoir messieurs. Bonsoir Tanguy. Alors cette semaine, François Fillon, vous m'avez gâché la vie. Jeudi, c'était mon jour de congé, donc je suis allé en librairie afin de voir l'ensemble des livres sur lesquels crache Éric Nolot, c'est-à-dire tous sauf deux. Ce type, c'est le Francis Homme de la littérature. Et là, partout autour de moi, parce que vous êtes un phénomène d'édition, partout je vois écrit faire, faire, faire. La seule journée où moi je ne fous rien. Donc je me suis senti coupable, je suis retourné bosser et là je suis crevé. Merci. Mais cette semaine, j'ai réalisé que grâce à votre succès en librairie, eh bien, vous êtes devenu une star transgénérationnelle. Regardez, à Sablé-sur-Sarthe, un des prépubères ont claqué leur argent de poche dans l'achat de votre livre, qu'ils ont préféré au dernier Titeuf, et pourtant le vôtre ne parle pas de zizi, je crois, et ils vous l'ont fait signer. C'est bien que vous êtes le nouveau Kev Adams, en fait, l'ami des petits, mais ça ne sert à rien, parce que ces gens, malheureusement, ne voteront pas avant 2027. Cette semaine, Nadine Morano a annoncé qu'elle allait écrire un livre à 4 mains, parce qu'elle pense que ça va plus vite, avec son ami noir, a-t-elle dit. Voilà, à 51 ans, elle a une amie imaginaire. Alors méfiez-vous, parce que c'est une gamine, elle va vous faire signer un livre. En fait, c'est une règle. Dès qu'on est accusé de racisme, on sort son ami noir. Si on n'en a pas, on va dans une boîte de zouk et on paye des ponches à une personne noire. Après un rapport intime de 2 minutes 15, parce que le ponche, c'est traître, on plaque la personne et on lui dit, mais bon, on reste amis, et voilà, on a un ami noir. Je suggère ainsi qu'Éric Zemmour, trop souvent décrit comme un idéologue néo-réac à moitié fou, quitte Nolo pour Clémence de la compagnie créole. Au moins, là, voilà, il aura une amie noire et donc plus de soucis. Cette semaine, Florian Philippot du FN, en pleine campagne des régionales, a reçu, et c'est stupéfiant, le soutien de Johnny Rock. Un sosie de Johnny, comment vous expliquer, habillé en cuir avec un gant en latex. En fait, c'était la première soirée SM tout habillé. Il n'a pas pu avoir le sosie de Ray Charles, donc il est suspecté de racisme. À un moment, Johnny Rock a levé les bras. Ça fait le même bruit que quand on s'assied en mini-short sur un fauteuil en Sky. Très classe. Alors à noter l'existence quand même, dans les meetings de Philippot, des ballons Philippot, qui quand ils sont gonflés, eh bien, on voit Philippot en 2015. Quand ils se vident, eh bien, on voit Philippot tout fripé tel qu'il sera dans 30 ans. Cette semaine... Les salariés, quand vous allez ils vous disent qu'ils veulent bosser 48 heures. Pas 48 heures. 48 heures, c'est parce que c'est la limite européenne. Et que moi, je ne veux pas refixer une limite qu'on va mettre où? On va la mettre à 39. Pourquoi? On va la mettre à 40. Pourquoi? Quand je vais dans un hôpital, voilà, avec des organisations syndicales puissantes, et que je discute avec les gens de l'hôpital sur l'augmentation du temps de travail, le passage à 39 heures, vous croyez qu'ils me foutent dehors? Non, ils me disent, je dis pas que c'est l'enthousiasme, ils me disent, si en échange d'une amélioration de nos conditions de travail, de perspectives de carrière qu'on n'a plus du tout dans la fonction publique française, compte tenu de l'endettement de notre pays, c'est 20 ans de gel des salaires. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer une masse pareille. Eh bien, les gens vous disent, on est prêt à discuter. Je dis pas que c'est facile, mais franchement, refuser le débat en disant, parce que c'est le libéralisme qui consisterait... Ce que d'ailleurs beaucoup de patrons acceptent pas, de dire il faut qu'il y ait un débat dans l'entreprise avec un accord majoritaire. Il y en a beaucoup qui me disent mais non, fixez le temps de travail à 39 heures et fichez-nous la paix avec votre dialogue social. La deuxième chose qu'on propose, c'est que la fiscalité du capital soit raisonnable, qu'on foute pas dehors tous les gens qui pourraient investir dans notre pays. Donc suppression de l'impôt sur la fortune. On est dans ils vous suivent tous, vous avez vu. On est dans un pays où on met dehors les gens qui ont de l'argent, les Français, uniquement les Français. Français qui ont de l'argent, c'est vraiment des gens pas possibles. Alors on commence par les taxer. Puis après on les met dehors. Puis une fois qu'on a fini de les taxer, qu'on a besoin de capitaux pour aller sauver une entreprise stratégique, on va se rouler devant le Qatar et les fonds de pension américains. Moi je prétends que on parlait de fantasme, votre fantasme qui a désir de rupture libérale en France, je pense est erroné. Et deuxièmement, excusez-moi, mais on va un peu plus loin sur la rupture. Même le mot de rupture, la rupture en tant que telle, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, pourrez vous objecter, vous êtes positionné contre le mariage pour tous. On peut vous dire que le mariage pour tous, c'est une rupture qui a donné une nouvelle liberté. La rupture pour la rupture, je ne comprends pas ce concept. Alors le mot de rupture, je reconnais que c'est pas un mot très. C'est un peu étrange. La rupture est une liberté, c'est l'incipit de votre livre. Oui, vous savez qui l'a écrit. C'est François Mitterrand. Voilà. Mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que comme la France est enfermée dans une sorte de déprime qui dure depuis longtemps et qui est liée au mauvais fonctionnement de son système politique, il faut quand même dire les choses pour être comme ça. Non, mais pas seulement, enfin, mais pour une part. Je dis simplement que s'il n'y a pas, alors appelons-le autrement, mais s'il n'y a pas une forme de choc
à l'occasion du prochain débat présidentiel, même s'il y a un gouvernement qui prend des mesures qui vont dans le bon sens et qui sont raisonnables, ça ne marchera pas parce qu'il y a un aspect psychologique très très important dans le redémarrage d'une économie. Il faut que les gens aient envie, il faut que les gens y croient. Si les gens y croient pas, ils vont rester sur leur quant à soi, ils vont attendre que le gouvernement se plante. Mais le choc ou la nature du choc. Voilà, donc il faut qu'il y ait une masse de changement qui ne doit pas être excessive non plus, mais suffisante pour entraîner ce que j'appelle une réaction en chaîne positive, c'est-à-dire que les gens se disent, bah ouais, il y a un truc qui a changé, il y a des gens qui ont vraiment envie de faire les réformes et qui vont pas nous faire le coup habituel, c'est-à-dire on vous promet des trucs et sitôt après on nomme une commission et on recule devant les organisations syndicales. On voulait parler d'international aussi. Exactement, c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est la rupture, bien sûr, mais en l'occurrence la rupture aussi en matière de politique étrangère. Et donc, vous êtes plutôt pour renouer un contact avec Poutine, avec Rouhani, avec Bachar al-Assad aussi. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette méthode ? Je pense que sur la situation au Proche-Orient, on s'est trompé tous depuis très longtemps. On s'est trompé sur l'Irak. Droite et gauche, on est d'accord. Oui, c'est l'Occident, de façon générale, alors avec des nuances. En Irak, Chirac et les Français et les Allemands avaient vu juste. Absolument. On a détruit l'Irak et on y a organisé le chaos. Et sur la Libye, vous faites mea culpa ? Sur la Libye, il faut distinguer deux choses. Au fond, il y a un moment, il y a une situation d'urgence, il y a des gens qui vont être massacrés. Il faut se souvenir comment ça s'est passé. C'est en 48 heures, il a fallu stopper l'avance des troupes de Kadhafi sur Benghazi. Enfin bon, ça c'est une question de principe. On peut laisser massacrer tous les gens de la terre, mais enfin c'est pas tout à fait ma philosophie. Après la question, vous envoyé l'armée française dans les coins de la planète. On vous écoute. Après la question qui est posée, c'est qu'effectivement, on est allé jusqu'à la destruction du régime de Kadhafi, et quand un régime tombe, il faut essayer de le remplacer par quelque chose. Alors autrefois, ça s'appelait la colonisation. Ça n'est pas aujourd'hui évidemment une politique souhaitable. Donc ça veut dire que on peut pas faire à un peuple un chemin à sa place, quoi. Et donc il fallait pas abattre Kadhafi. Excusez-moi. Et donc il faut en tirer les conséquences pour l'avenir, pour le futur, et faire à mon avis éviter que l'Occident intervienne militairement sans au fond qu'il y ait de projet politique derrière. Mais je continue. L'erreur la plus grave qu'on commet, c'est sur la Syrie, parce que sur la Syrie, on a tous cru que c'était une révolution populaire, que c'était un peuple qui soulevait contre le radar médiatique pendant 2 ans. Et je suis allé voir les gens. Et la revendication principale que j'entends tout le temps, partout, avant les questions d'identité qui sont importantes, mais qui pour moi sont plutôt la résultante de l'affaiblissement du pays, de son abaissement. Je pense qu'un pays où il y a comme seule perspective, en tout cas ça vient aggraver considérablement les choses. Il y a le chômage, il y a 2 millions de jeunes qui sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni en formation. Et il y a la situation financière qui fait peser quand même une grosse menace sur les retraites des Français. Franchement, ça fait un climat. Voilà. Donc, qu'est-ce que me disent les gens que je vois ? Ils me disent, c'est pas une question d'idéologie. Ils me disent, franchement, on n'en peut plus. L'État est allé tellement loin dans le contrôle de notre propre existence. Il contrôle notre façon de faire notre métier, il contrôle notre façon de vivre en société, et il veut même maintenant contrôler notre façon de vivre notre vie privée et l'éducation de nos enfants. C'est pas ça dans votre livre. Il y a un chapitre sur la liberté. Oui, mais quand vous prononcez la fameuse phrase « Je suis à la tête d'un État en faillite », vous êtes devant des viticulteurs corses. Les viticulteurs corses, ils vous demandent pas moins d'État, ils vous demandent des subventions. Non, mais attendez, c'est ce que disent Zemmour. C'est-à-dire que les gens, tout le monde est pour la rupture à condition de ne pas en être affecté. Attendez, si je peux m'expliquer jusqu'au bout, il y a donc une forte demande de liberté qui est d'ailleurs pas toujours formulée dans ces termes-là. Théorisée, vous voulez dire. Mais les agriculteurs, ils disent on comprend que vous nous fixiez un cadre, des objectifs, mais une fois que vous nous avez fixé les objectifs, fichez-nous l'appel, laissez-nous faire notre boulot. C'est pas vrai, monsieur Fillon, vous l'expliquez vous-même. Les viticulteurs veulent des subventions. Mais non. L'opposition au VTC, c'est les taxis. Les viticulteurs corses peut-être, mais les agriculteurs que je rencontre, non. Non, vous expliquez que les lobbies s'opposent à tout. Ils veulent de la liberté. L'opposition au radar, c'est vous qui en parlez, c'est les automobilistes. Ils veulent pas. Voilà. L'opposition au VTC, c'est les taxis. C'est la lutte des corporations et des lobbies. Les gens veulent. Mais si, c'est pas le peuple français. Le peuple n'existe pas. Il veut de la liberté. C'est un agglomérat. Il veut de la liberté. Et vous verrez qu'on fera bien plus que 3%. Et alors après, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a un truc qui vous a échappé, c'est que le système politique est en train de changer. D'une façon qui n'est pas totalement institutionnelle, mais il est en train de changer. J'ai remarqué, je suis le président de la République. Il y a un truc qui s'appelle les primaires. Oui, j'ai vu ça. Il y a un truc qui s'appelle les primaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le candidat qui gagnera les primaires à droite a
un certain avantage sur l'élection présidentielle qui suivra. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc le débat sur la question de savoir s'il faut supprimer les 35 heures, s'il faut mettre la retraite à 65 ans, s'il faut avoir une autre réforme, une autre fiscalité du capital, il va avoir lieu aux primaires. Il va avoir lieu avec l'électorat de la droite et du centre. Et le candidat qui sortira de cette primaire, il sera en position, je dis pas sûr de gagner, mais en position forte pour gagner, quel que soit ce que vous dites sur le fait que beaucoup de Français ne sont pas favorables à l'immigration. C'est très intéressant ce que vous dites, si je peux me permettre. Parce que vous avez tout à fait raison, la logique veut que le vrai premier tour, c'est la primaire. Je suis d'accord avec vous, au sein de l'UMP, enfin des Républicains, comme maintenant on les appelle. Mais en même temps, vous prenez un risque. Si vous sortez avec un programme libéral qu'il faut bien appeler de régression sociale, quand même. Non, pas du tout. Absolument. On en parlera pas. La régression sociale, c'est le chômage. Ça, c'est la régression sociale. Oui, la régression sociale, c'est les jeunes qui sont condamnés à ne pas avoir d'avenir. Ça, c'est la régression sociale. Donner du travail à tout le monde. Karl Marx vous dirait que le chômage... Moi, Karl Marx, ça m'intéresse pas beaucoup. Oui, mais c'est très intéressant, au contraire. Non, au contraire. J'ai fait des études, je l'ai lu, je l'ai étudié. Et justement, c'est pas ma référence. Oui, non, mais vous avez raison, je comprends. Mais il n'empêche qu'on sait bien que le chômage est aussi un prétexte pour prendre position contre les ouvriers qui sont les plus faibles et qui doivent accepter. Non. Entendre des choses pareil aujourd'hui. Monsieur Fillon, ne me jouez pas le coup de la modernité, ça marche pas. Expliquer aujourd'hui que le chômage, j'ai entendu ça pendant 30 ans de ma vie politique, c'est un truc qui a été monté par les patrons pour faire pression sur les ouvriers. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil? Et en plus, c'est complètement contradictoire avec la situation des pays les plus libéraux qui ont moins de chômage, qui sont en plein emploi. On a eu la discussion tout à l'heure. Ils ont moins de chômage parce qu'ils acceptent une inégalité, mais on peut discuter de ça. Ils ont moins de chômage parce que, par exemple, en Allemagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des salaires très hauts chez Volkswagen et compagnie, c'est l'élite de la classe ouvrière allemande. Et puis il y a le lumpen prolétariat qui est payé à 400 € et qui déferle en France pour venir s'installer dans ce pays merveilleux de cocaïne qui est le nôtre. Mais pas du tout. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Je vous dis, c'est parce qu'ils ont accepté cette dichotomie. C'est tout ce que je dis. De fantasmer sur le libéralisme et le marxisme. Qu'est-ce qu'on propose? Premièrement, vous êtes marrant, vous voulez pas entendre la réalité. Non, premièrement, que le temps de travail fasse l'objet d'une négociation dans chaque entreprise. Non, vous dites avec un plafond de 48 heures. Mais le plafond, pourquoi? Parce que à partir du moment où je veux faire confiance au dialogue social, je le corsette pas, comme le propose Alain Juppé qui dit c'est entre 35 et 39, ou Nicolas Sarkozy qui dit on peut supprimer les 35 heures, mais il faut que toutes les heures supplémentaires soient payées. Mais parce que le dialogue social, c'est la loi du plus fort, et que le plus fort, c'est le patron. Eh bien, vous ne vivez surtout pas. Dans la mondialisation. Alors, allez, faites ce que j'ai fait. Allez dans les entreprises discuter avec les salariés. C'est eux qui viennent vous voir en vous disant quand est-ce qu'on nous laisse nous organiser nous-mêmes. Sarkozy, vous avez voté non au traité de Maastricht et oui à celui de Lisbonne, mais aujourd'hui, François Fillon, vous n'êtes plus un libéral complexé. Je veux une rupture thatchérienne, cameronienne, schröderienne. François Fillon, c'est un gaulliste. Quand le général de Gaulle arrive en 1958 dans ce pays, il privilégie la rupture économique. Officiellement, effectivement, François Fillon, c'est un gaulliste social, mais la vérité, c'est qu'il a toujours été extrêmement libéral. Désormais, n'être qu'un collaborateur ne vous suffit plus. Après avoir raté la présidence de l'UMP, c'est celle de la République que vous visez. Un mot d'ordre. La rupture, une rupture des ruptures. Et forcément, vous prenez vos distances avec l'ancien locataire de l'Élysée. François Fillon, vous n'êtes plus sarkozyste. Entre ces deux hommes, le courant n'est jamais vraiment passé. Nicolas Sarkozy le méprise. Il essaye aujourd'hui d'imprimer le côté, le vrai libéral. C'était moi, c'était pas lui. Celui qui avait, je vais vous dire un truc assez atroce, celui qui avait des couilles, c'était moi, c'était pas l'autre. C'est des relations qui sont complexes. Il a été son Premier ministre, il aspire à être président de la République. Rupture aussi à l'international. Vous prenez l'alliance avec Poutine, Rouhani et Assad, des positions qui n'ont pas toujours été dans l'air du temps. Sur ces dossiers, vous n'êtes pas atlantiste. Si le régime de Bachar el-Assad tombe, c'est l'État islamique qui prend le pouvoir. C'est cet axe franco-allemand et ce dialogue avec la Russie qui font la force de la France sur la scène internationale. Il faut faire une alliance avec les Russes qui ont des moyens sur le terrain. Ce qu'a dit François Fillon il y a plus d'1 an, tout le monde s'y est rallié. Pour la présidentielle, vous le promettez, vous irez jusqu'au bout. François Fillon, vous n'êtes plus hésitant. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, puisqu'il veut pas redevenir Premier ministre. Je vais gagner cette élection primaire et je fais tout pour la gagner. Il donne pas l'impression d'être particulièrement dynamique. Il sait que c'est son défaut. Visiblement, il n'arrive pas à s'en départir. Lui peut tout à fait faire le pari que les deux trains, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, vont se rentrer dedans et qu'au final, il peut tout à fait tirer ses marrons du feu. Un livre qui fait beaucoup parler, une guerre des droits déclarée, une primaire sous le règne des idées et de l'hostilité. Voilà pourquoi François Fillon, il fallait absolument vous inviter. Je vais revenir sur une petite réflexion de Nathalie Chuck dans ce sujet.
Juppé-Sarko, un jour, ces deux trains pourraient se rentrer dedans, exploser, ce qui vous laisserait le champ libre. Est-ce que vous y pensez? C'est une drôle de conception de la politique. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Non, il y a trois positionnements politiques, il y a trois projets au fond. Qui sont en débat, très largement différents. Il y a un projet de réforme dans la continuité, qui est celui d'Alain Juppé, qui revendique d'ailleurs. Dans la continuité socialiste? Il y a dans la continuité des 30 dernières années. Ah, d'accord. Il y a un projet qui est très étatiste, qui est celui de Nicolas Sarkozy. Très étatiste. Oui, c'est-à-dire il est étatiste parce qu'il veut toujours réagir immédiatement à toutes les sollicitations du pays. Et pour réagir, en général, un chef de l'État, il n'a qu'un seul instrument, c'est l'État, c'est-à-dire des lois, des règlements et des impôts. Et moi, je propose, et je pense être le seul aujourd'hui à le faire, ce que j'appelle un vrai projet de libération de l'économie française, et peut-être un peu plus que de l'économie et de la société française. Donc c'est un débat qui est pas... C'est un beau débat, c'est un débat qui doit avoir lieu. Voilà, c'est pas seulement des histoires de trains qui déraillent, d'hommes qui s'affrontent, etc. Justement, ce projet, il est dans ce livre. Pour une part seulement, c'est pas... En partie. Voilà, et du coup, la synthèse et une question, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'apostrophe de Nolo. Petite fiche de lecture. C'est le seul qui sait. Alors, il s'agit donc d'un livre politique, c'est une catégorie qui est devenue un genre à part entière dans les librairies. Alors, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Moi, j'ai gardé souvenir d'un livre de votre amie Valérie Pécresse qui donnait envie d'aller se pendre au plus proche réverbère, juste pour abréger le calvaire de la lecture. Mais je précise tout de suite que vous échappez à ce grief. Vous cherchez pas à faire du style, mais c'est écrit avec clarté, avec efficacité. Et en plus, vous mélangez des éléments biographiques avec des éléments d'analyse politique. Ça donne un aspect incarné et c'est plutôt plaisant. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, si j'étais amateur de calembours, ce qu'à Dieu ne plaise, je dirais que le faire est pavé de bonnes intentions et même d'excellentes intentions. Alors, je vous cite, assainir nos comptes publics en 2 ans, relancer notre économie en 5 ans, devenir la première puissance européenne en 10 ans. Alors, évidemment, très habilement, vous anticipez la première objection qu'on vous fait. On vous dit, mais pourquoi diable, quand vous étiez au pouvoir, ne l'aviez-vous pas fait? Pourquoi pourriez-vous le faire en 2017? Alors, vous avez une réponse très classique et une beaucoup moins. La réponse très classique, se dire, ça y est, la crise a été là, il a fallu y répondre, on n'a pas eu les marges de manœuvre nécessaires. Et il y a une réponse, alors beaucoup moins classique, moi qui m'a un peu estomaqué, c'est l'aspect le plus révolutionnaire de votre livre, selon moi. Vous dites tout ça, c'est la faute de Sarkozy, en fait. C'est-à-dire que, dans une manière très fillonesque, je suis pas sûr que ça soit totalement sans jamais hausser le ton, sans jamais desserrer votre cravate, vous le lardez de petits coups d'épingle. J'ai vu la même chose. Et à la fin, on dirait une poupée vaudou, notre ami Sarkozy. C'est-à-dire que petit à petit, vous dites, mais moi je voulais changer, mais lui c'est un émotif, mais lui c'est un homme qui hésite. C'est moi, en effet, on a utilisé l'expression qui est les couilles, et c'est lui qui n'arrive jamais à trancher. Il est un peu pusillanime. Alors, c'est pas l'image que vous avez, quelqu'un qui fonce, quelqu'un d'énergie. C'est plutôt l'image qu'on associe à Sarkozy. Alors, je voudrais d'abord avoir votre réponse là-dessus. C'est un tout petit peu différent. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en 2007, on a conclu avec les Français un pacte à l'occasion des élections présidentielles, c'est le président de la République, et des élections législatives, c'est la majorité, qu'on a grosso modo respecté. On n'a jamais, en 2007, pris l'engagement d'en finir avec les 35 heures. On n'a jamais pris l'engagement de mettre la retraite à 65 ans. On n'a jamais pris l'engagement de supprimer l'ISF et de changer la fiscalité du capital. Donc on avait un projet auquel j'ai largement participé, qu'on a mis en œuvre, grosso modo avec quelques difficultés liées à la crise. Ce que je dis maintenant, c'est que, et j'en assume ma part de responsabilité, c'est que ce projet, par rapport à la réalité de la situation française, par rapport au déclin de l'économie française, n'était pas en mesure de redresser la situation. Voilà ce que je dis. Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur Fillon. Alors, après, pendant... Ça, c'est le problème de tomber sur quelqu'un qui a lu le livre, parce que j'ai toutes les citations à votre disposition. Je l'ai un peu écrit, quoi. Non, mais j'ai toutes les citations. Et la prudence que l'on était enclin à m'attribuer... Non, mais attendez, je suis régulièrement de son côté plutôt que du mien. J'essaye de finir. Pendant le quinquennat, il y a eu plusieurs occasions où on a eu des débats pour savoir s'il fallait aller plus loin. Il y en a un qui est connu de tout le monde, qui est le débat sur l'âge de la retraite, par exemple, où on a atterri à 62 ans. Et chacun sait que depuis toujours, je dis que 65 ans, c'est le bon âge. D'abord parce que c'était ça avant 1980, à une époque où la durée de vie était plus courte, et c'est surtout parce que c'est la règle dans tous les pays européens. Et je décris dans le livre un président de la République qui est très attentif aux mouvements sociaux, qui a au fond, et c'est pas forcément négatif d'ailleurs, qui a une vraie inquiétude. Il dit toujours, la France est un pays qui a guillotiné un roi et une reine et qui n'avait pas besoin de le faire, donc il y a une vraie inquiétude face à. Et moi, je n'ai pas cette inquiétude parce que j'ai une autre vision du fonctionnement de notre pays et j'ai des références qui correspondent à ma propre expérience. C'est moi qui ai fait la privatisation de France Télécom, ça a l'air d'être une histoire de Moyen Âge. À l'époque,
l'époque, il y avait une énorme résistance syndicale et tout le monde m'avait dit tu vas te casser la figure. Chirac me disait même mes amis trotskistes me disent que tu fais des bêtises. On l'a fait. J'ai fait ensuite en 2003 une réforme des retraites qui a mis 4 millions de personnes dans la rue. Et elle s'est faite quand même. Donc moi j'ai une autre façon d'aborder cette question-là. Je pense que la France est un pays qui met en scène une résistance sociale qui est souvent plus apparente que réelle. Plus théâtrale que réelle. Ça dépend des sujets, hein, ça dépend des sujets. Et donc je dis qu'il y avait un désaccord entre le président de la République et moi sur ce que le pays était capable d'accepter et ce qu'il n'était pas capable. Vous nous faites un peu le coup de l'auteur qui se désolidarise de ce qu'il a écrit, parce que vous allez quand même beaucoup plus loin. Écoutez, à propos, c'est page 137, à propos de l'interdiction des OGM. Oui, bien sûr. Vous décrivez Nicolas Sarkozy qui est empêtré dans des calculs politiciens. Là, il ne s'agit pas d'être attentif à la gronde sociale. Vous dites, il a préféré le court terme au long terme, il a sacrifié des intérêts supérieurs à des petits calculs politiciens. Il dit, puisque vous citez mon livre, que dans le Grenelle de l'environnement, au fond, on va sacrifier les OGM pour garder le nucléaire. Voilà, c'est ça que j'explique. Et c'est vrai que je considère, parce que c'est dans un chapitre sur le progrès, qui est pour moi une question absolument fondamentale, je pense que la France a totalement tourné le dos au progrès et que c'est un drame. Je me souviens de lui avoir dit, personne ne sait si dans 50 ans le nucléaire sera encore aussi stratégique qu'aujourd'hui, et personne ne sait si les OGM seront dans 50 ans pas plus importants pour l'avenir de l'humanité. Et donc effectivement, j'étais en désaccord avec cette décision, bien sûr. Moi, Monsieur Fillon, je vais prendre, si vous permettez, l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous. J'ai lu le portrait de Sarkozy, que je connais pas aussi bien que vous, mais que je crois connaître un peu. Et je suis tout à fait d'accord avec le portrait que vous en faites. C'est-à-dire émotif, voulant être aimé. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un adolescent attardé sur certains côtés. Donc, moi, je ne suis pas comme Nolo, je ne vais pas du tout vous reprocher ce portrait psychologique. En revanche... Politique. Oui, psychologique et donc politique. En revanche, là où je vous attends, c'est que quand on est comme ça en désaccord, surtout pour aujourd'hui nous dire il y a plusieurs projets, etc., et on n'a pas le même projet et on n'a pas la même ambition de le mener à terme, eh ben, on fait comme Chirac en 76, on démissionne, on fait une crise politique et on va au bout. Deuxièmement, et je vous laisserai après évidemment répondre, deuxièmement, moi j'ai beaucoup discuté avec les gens du cabinet de Sarkozy, du vôtre, etc. Et ils me disaient tous la même chose, c'est-à-dire que le grand drame quasiment institutionnel de ce quinquennat, c'est que Sarkozy a joué au Premier ministre. Peut-être d'ailleurs qu'il n'arrivait pas à être président, c'est une autre discussion. On voit avec Hollande que ce n'est pas si facile parce que lui non plus n'y arrive pas. Il jouait au Premier ministre et que vous étiez en retrait, vous le laissiez jouer en Premier ministre, mais qu'il y avait un gros problème après parce que la machine, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la machine administrative, elle est à Matignon. Et donc, c'est ce que vous expliquez très bien, et on me l'avait expliqué, vous imaginez, 10 fois pendant le quinquennat. Et que donc, là, c'est votre responsabilité, c'est-à-dire que vous l'avez laissé être Premier ministre, vous aurez dû lui dire ne me marche pas sur les pieds, et deuxièmement, après, vous n'avez pas fait suivre par la machine administrative les velléités de réforme. Je pense, et j'ai fini, au livre de Tandonnet, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Maxime Tandonnet, qui était conseiller à la sécurité à l'Élysée et qui explique très bien ça. Parenthèse fermée, mais j'ai d'autres. Moi, je suis en désaccord total. Hein, sur l'aspect machine administrative. Si, mais justement, le travail qu'on a fait, j'estimais que c'était ma responsabilité, c'est de faire marcher la machine administrative. Oui, mais pas pour faire suivre suivre les réformes que le président de la République et la majorité souhaitaient. Tout le monde ne dit pas ça. Ah oui, mais ça, vous ne trouverez pas un seul exemple sur lequel une réforme qui a été décidée par le gouvernement et la majorité n'a pas été mise en œuvre par le Matignon. Vous ne répondez pas à ce que je t'ai dit. Alors je réponds maintenant. Okay, d'abord, le quinquennat n'est pas, ça va pas aller en s'aggravant la relation entre Nicolas Sarkozy et moi. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc c'est très dur au début. Parce qu'il y a effectivement. Vous avez donné 2 fois votre démission, c'est ça? Oui, sur des sujets d'ailleurs qui sont pas fondamentaux. C'est pas des problèmes de fond, c'est pas des orientations, c'est des problèmes de rapport personnel. Humain. Voilà, il y a un climat avec les collaborateurs du président qui s'expriment partout. Enfin, tout ça, c'est difficile. Il y a l'affaire de la faillite quand je parle de faillite et qui crée un véritable drame. Bon, donc c'est surtout sur des questions de rapport. Et plus on va aller dans le quinquennat, notamment en raison de la crise financière, plus les relations vont se stabiliser entre l'Élysée et Matignon. Parce que vous êtes incliné. Non, pas du tout. Par exemple, toute la partie 2010-2011, c'est plutôt mes thèses qui l'emportent en termes financiers, en termes les efforts qu'on fait en matière de redressement. Et l'endettement aussi.
Parce que je vous rappelle que l'endettement, c'est le résultat d'un effondrement des recettes et des rentrées fiscales et à cause de la crise, que l'endettement est exactement le même, il est même plus fort en Allemagne et plus fort en Angleterre pendant cette période. Simplement, à partir de 2011, nous, on reprend l'effort de réduction de dépenses. Je rappelle que le budget de 2011, c'est le seul budget de l'État depuis 1974 qui est diminué en valeur absolue, pas de beaucoup, mais qui est diminué en valeur absolue. Donc, je dis pas que tout ça est formidable et satisfaisant sur tous les sujets, mais il y a une vraie amélioration de la relation entre le président de la République et moi pendant cette période. Puis il y a un troisième sujet, après on peut toujours évidemment refaire l'histoire, c'est que dans cette phase de crise, avec une majorité qui a toujours été extrêmement soudée derrière moi, c'est très difficile de claquer la porte. Parce qu'au fond, ça veut dire que vous lâchez votre famille politique au milieu du gué. Pourquoi? Mais Chirac, il avait le groupe majoritaire. Ça n'avait rien à voir. Monsieur Fillon, Chirac avait le groupe majoritaire à l'Assemblée. Non, mais ça n'avait rien à voir, parce que Chirac était en désaccord profond avec Giscard, qui a tout fait pour l'assassiner. Moi, j'avais en plus une autre conviction, et que je continue à conserver d'ailleurs, c'est que je pense que il n'est pas possible, dans la Ve République telle qu'elle fonctionnait, elle a beaucoup de défauts, hein, il n'est pas possible pour le Premier ministre d'aller se présenter contre le président de la République. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que M. Valls ne sera jamais candidat contre M. Hollande. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. C'est étrange. Vous nous dites, je sais ce qui est bon, je sais ce que sont les intérêts supérieurs de la France, mais la Ve République m'interdit de les... Non, monsieur No, c'est de la caricature, je dis pas ça du tout. Non, je simplifie parce que d'abord j'ai acquis cette conviction au fil du temps, et je peux pas dire qu'en 2008 ou en 2009, je suis en désaccord avec le président de la République sur tous les sujets et que j'aurais dû partir. Surtout je le décris aussi dans le livre, c'est quelqu'un avec lequel on discute et avec lequel on négocie. Et très souvent, on va trouver des compromis ensemble. Alors, on n'en trouve pas sur tous les sujets, mais on va en trouver sur beaucoup de sujets. Pour un homme de la rupture, je le trouve bien conciliant. Mais j'étais pas pour la rupture à cette époque-là. Alors, oui, bien sûr, parce que, bien sûr. Alors, justement, parlons de la rupture. La rupture, elle est forcément libérale. Vous donnez un exemple avec Thatcher. Mais je donne le même avec Schröder. Avec Schröder, voilà. Absolument. Et on sait ce que c'est que ça a beaucoup de vertus. Mais on sait aussi qu'il faut être élu avec ce programme-là. Et que Schröder a perdu les élections avec ces fameuses réformes. Et qu'en France, on sait ce que le libéralisme veut dire. Ça veut dire 3% Alain Madelin 2002. Et dans l'histoire longue, on sait aussi que les libéraux n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir, sauf quand ils étaient adossés à des bonapartistes. Napoléon III, le général de Gaulle, etc. Donc les libéraux tout seuls, sans un adossement de pouvoir fort, bonapartiste, ou gaulo-bonapartiste, mais vous le savez aussi bien que moi, ne font jamais rien. Donc quand vous arrivez la fleur au fusil en disant « moi, je suis le fils de Thatcher et de Schröder », on annonce déjà votre score, 3%. Il laisse répondre et je complète. Alors, d'abord, ça montre que, au fond, je suis pas sûr que vous connaissiez très très bien le pays aujourd'hui, monsieur Zemmour. Vous le visitez, vous avez beaucoup de supporters. Ah oui, je me suis baladé. Vous avez beaucoup de supporters. Simplement, c'est vos supporters qui viennent vous voir. Ah bah oui, quand même. En général, moi, j'ai essayé de faire un travail qui a été assez ingrat et qui m'a fait un peu disparaître